Bonjour et bienvenue dans Nudge It, le podcast Ubicast qui donne la parole aux acteurs du monde de l'enseignement supérieur. Pour ce troisième épisode portant sur la culture du numérique chez les jeunes, je suis ravie de recevoir Justin Leduc, enseignant-chercheur à l'Université de Vienne en Autriche. Bonjour Justin, bienvenue sur Nudge It, le podcast Ubicast qui donne la parole aux acteurs du monde de l'enseignement supérieur. Alors Justin, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Vienne en Autriche, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus, nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Alors, je suis donc enseignant-chercheur, comme dit, économiste, c'est-à-dire que j'ai une formation en économie. J'ai fait mes études jusqu'au master en France, et puis ensuite, je suis allé en Allemagne pour faire mon doctorat. Et depuis quelque temps, je suis donc enseignant-chercheur à l'Université de Vienne. Je me focalise sur l'économie et la philosophie de l'économie. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait d'aller étudier dans un autre pays? Alors, la réflexion pour le doctorat était un peu... Bon, j'avais déjà eu une expérience Erasmus à l'étranger, et j'aime beaucoup les milieux internationaux. Pour le doctorat, c'est un petit peu différent. En fait, on doit chercher certains centres qui peuvent nous accueillir et dans lesquels on va pouvoir s'épanouir dans notre recherche. Et en fait, ça, c'est une recherche qui se fait vraiment au niveau européen, voire international. Et dans le cadre de votre emploi, vous avez déjà eu à utiliser nos solutions? Oui, je m'en suis servi une fois pendant le Covid. C'était ce qui m'a sauvé un petit peu quand le Covid est arrivé et qu'on nous a gentiment demandé de tous rentrer à la maison. Je ne savais pas trop quoi faire. C'était ma première année d'enseignement en tant que titulaire, donc j'étais bien content de pouvoir accéder à Notis. Et ça vous a pas trop changé? Est-ce que c'était vraiment un gap assez important au niveau technologique ou est-ce que vous vous considérez comme à l'aise avec ça? Non, je suis pas très à l'aise avec la technologie en général, moins à l'aise encore avec la caméra et la vidéo. Donc le gap a été assez important euh, et je pense qu'on pourra en parler plus tard. Il a fallu un certain apprentissage. Et à ce niveau-là, est-ce que vous avez un avis particulier sur l'utilisation de vidéos pédagogiques, par exemple? Très favorable parce que je regarde pas simplement ce que moi je produis, mais ce que les autres produisent. Et je vois beaucoup de choses qui sont formidables. Et moi-même, je consomme sur des sujets qui ne sont pas les miens. Je consomme largement sur de produits. Pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec la technologie, vous avez l'air d'avoir un avis plutôt positif sur le sujet. Est-ce que vous avez cependant d'éventuelles craintes à ce niveau-là? Euh, J'aime bien les relations très personnelles et je pense que notamment dans le domaine de l'enseignement, c'est important pour que les étudiants se sentent à l'aise à vraiment poser des questions et à approfondir des choses dont ils ressentent un besoin d'approfondissement. Et ça, ce serait peut-être la crainte majeure. Et vous qui avez eu du coup l'occasion d'utiliser nos solutions, est-ce que, selon vous, nos solutions pourraient aider les étudiants et les enseignants à produire des façons d'enseigner qui soient plus efficaces à l'avenir? Oui, je pense que vos solutions et en général les solutions digitales apportent vraiment des solutions. On parlera, je pense, un petit peu plus tard du besoin pour l'enseignant de décrypter les connaissances, le terrain des connaissances qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'on parle à des personnes qui ont des connaissances et on a besoin énorme de lier ce qu'on dit à leurs connaissances. Et en fait, le digital et les vidéos, ça permet de préparer le terrain et donc de s'assurer qu'il y a certaines connaissances qui sont déjà là, mais ça permet aussi de cartographier le terrain et de se rendre compte de quelles connaissances on a en face de soi. Donc vous, en tant qu'enseignant, vous avez malgré tout un besoin d'utiliser la technologie aujourd'hui et finalement, quand vous parlez à votre public, c'est également quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être la culture du numérique chez les jeunes et leur impact notamment. Alors vous, est-ce que vous pourriez commencer par nous donner une définition de ce qu'est pour vous la culture numérique? Oui, je pense que c'est une très bonne chose de commencer par cette question parce qu'il faut clarifier les termes.
Et surtout, c'est un peu difficile parce que la culture numérique, on baigne tous dedans et on prend pas forcément le recul, pour, évaluer ce que c'est. Alors de mon point de vue, je vois vraiment ça comme un stock de compétences pratiques. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on est tous capables de s'orienter sur les réseaux sociaux, on peut faire des recherches en ligne, maintenant des recherches, à travers l'IA. On peut communiquer à distance et on sait quels moyens utiliser. On sait aussi dans quel contexte utiliser, différents médias. Donc, si aujourd'hui, je vois une campagne promotionnelle sur un réseau social, je suis pas surpris et personne n'est surpris parce qu'en fait, ça nous paraît naturel que pour une campagne promotionnelle, on va se servir des réseaux sociaux. Donc en ce sens-là, on a un stock de compétences et c'est un stock de compétences qui est partagé par, beaucoup d'entre nous et donc, je pense qu'on peut parler de culture. Alors, vous me parlez de compétences pratiques. Est-ce que selon vous, il y a des compétences qui sont réellement marquantes dans cette culture du numérique? Alors oui, ce qui me marque sur le long terme, clairement, c'est, notre capacité à chiffrer et à partager l'information. Ça évolue très rapidement et on peut le voir, je ne sais pas si vous avez déjà regardé par curiosité des journaux télé des années 80 sur les archipelinaires, ben, clairement, on voit le changement de siècle. Donc c'est assez impressionnant de voir ça et encore, années 80, bon, ça reste c'est du temps court. Donc où est-ce qu'on sera, demain, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est marquant et je pense que au-delà des compétences, c'est surtout des aspects qui me marquent. Un premier aspect, c'est qu'on a les moyens de convertir ces compétences en capital humain. Alors je suis désolé pour le terme technique, en fait, quand je parle de capital humain, je pense, en fait, à ces compétences qu'on a réussi à rendre, monétisables ou dont on se sert pour améliorer notre situation socio-économique et j'ai un exemple, pendant la période du covid, donc on était souvent tous un petit peu, surtout au départ, accros, aux données, aux différentes statistiques qu'on pouvait trouver sur les médias. Elles étaient pas forcément toujours, très bien présentées ou un peu difficiles à déchiffrer et il y a une personne, je crois que c'était un ingénieur qui devait avoir, un peu plus de la vingtaine à l'époque, Guillaume Rosier, qui a développé un site web Covid Tracker, qui agrégeait les données, qui permettait de les visualiser, donc ça rendait en fait les choses extrêmement accessibles et je vois là qu'en fait, il est parti de compétences qui sont très répandues et partagées, la création de sites web, le web scraping, la visualisation de données et en fait, il a réussi à les impacter dans un produit, qui crée de la valeur non seulement pour lui, mais qui crée de la valeur pour les autres aussi. Et le deuxième point marquant, c'est, une sensation vraiment de recomposition permanente. Les compétences évoluent, la valeur de chaque compétence aussi, évolue et en fait, la définition de ce qu'est être cultivé numériquement, elle évolue en permanence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques années, j'étais quelqu'un de cultivé numériquement. Je ne sais pas si aujourd'hui je satisfais toujours à cette définition, mais ça montre vraiment qu'il y a du changement sur ce niveau-là et alors d'un côté, c'est génial parce que, les technologies, elles rebattent complètement les cartes. Si on regarde l'IA, les modèles de langage, ça permet de changer les compétences qui sont valorisées, donc forcément ça crée des opportunités pour certains et c'est aussi ça permet de créer des outils qui demain vont décupler nos capacités d'agir et de résoudre les problèmes. Mais c'est aussi un défi, parce que, bah, pour, nous tous, un jour ou l'autre, on est face au choix de subir ou de s'adapter et je ne sais pas si on est toujours prêt à suivre un rythme qui nous est imposé, de l'extérieur. Alors, c'est très intéressant. Vous nous parlez de ces nouvelles compétences qui créent, du capital monétaire et humain. Est-ce que, en revanche, vous observez des compétences qui sont de moins en moins développées par rapport à avant? Alors premièrement, des compétences qui sont plus développées qu'avant, dans mon domaine, dans les sciences sociales, vraiment des compétences en hausse, c'est l'analyse et le raisonnement avec les données empiriques. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend la place, et c'est quelque chose qui demande
certaines compétences. Par exemple, je ne sais pas si on parle toujours de logiciels ou d'applications, mais ça demande une capacité à utiliser certains logiciels, à rechercher les données et à les collecter, et ensuite à analyser tout ça avec du jugement critique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans les sciences sociales, je pense, il y a une trentaine d'années, était nettement moins présent et aujourd'hui devient extrêmement présent. Les étudiants demandent à apprendre, ils veulent du concret, ils veulent de l'empirique. Et je pense que c'est une évolution très positive parce que ça leur permet une meilleure insertion sur le marché du travail, tout simplement. Et ça leur permet d'avoir justement du capital humain. Et ça nous permet à nous, en tant qu'enseignants, de contribuer à leur formation au capital humain. Pour ce qui est des compétences moins développées ou qui s'érodent, c'est difficile de juger. Ce qui est sûr, c'est que on entend parfois parler de chute de l'attention. C'est pas quelque chose que je constate en cours. Alors, l'attention a toujours été limitée et en fait, il a toujours fallu un effort pour avoir l'attention des étudiants, et un effort qui repose dont la responsabilité est sur l'enseignant ou l'enseignante. Donc effectivement, c'est difficile, mais je ne vois pas du tout sur les peut-être 10 dernières années, je n'ai pas observé de chute de l'attention de la part des étudiants. Heu, Si je dois en citer une, ce serait peut-être l'abstraction, mais là, à nouveau, je suis pas sûr. J'ai toujours eu un petit faible pour l'abstraction, et je vois que c'est pas forcément partagé aujourd'hui, surtout avec cette envie d'être très concret, d'aller vers l'empirique. Mais peut-être que je me trompe et qu'en fait, le goût pour l'abstraction n'a jamais été vraiment très partagé. Ce que je peux dire, c'est que j'admire vraiment les étudiants qui ont cette capacité de naviguer entre, la théorie qui les oriente dans la recherche de données, et les données qui ancrent leur réflexion, sur le concret. Et je pense vraiment que c'est ça aujourd'hui l'excellence, c'est savoir conjuguer, la théorie et l'empirique. Alors vous, en tant qu'enseignant, vous avez, donc vos petites techniques pour réussir à intéresser vos apprenants. Est-ce que vous avez remarqué ou noté des applications ou des plateformes qui sont particulièrement populaires auprès d'eux? Oui, il y a des outils qui marchent vraiment bien et dont je suis un petit peu, friand. On l'a très brièvement évoqué plus tôt. Alors les outils, c'est par exemple les sondages interactifs ou les questionnaires anonymes en direct, où on voit en fait, en live au tableau, soit des graphiques se former, soit simplement je leur pose des questions ouvertes et ils me donnent des réponses ouvertes en quelques lignes. Donc ce genre d'outils, alors déjà ça les engage. C'est-à-dire que, je vais avoir, facilement, pendant une session, 75-80 de participation sur ce genre d'outils, ce qui est considérable. Mais au-delà de l'engagement, c'est surtout pour moi vraiment un formidable outil de diagnostic, ça me permet de cartographier le terrain. Hem, pour donner un exemple un peu plus concret, j'enseigne par exemple la théorie fiscale, donc les impôts. Les impôts, c'est vraiment un sujet qui est politique, c'est un sujet dont on discute avec ses amis, dont on discute avec sa famille. Donc en fait, quand un étudiant arrive en classe, et que, le sujet du jour, c'est, les impôts, ben, cet étudiant, il ou elle a des idées en tête, des préconceptions qui peuvent être plus ou moins en ligne avec le point de vue académique sur la question des impôts, puisque ou le point de vue même, j'ai envie de dire économique, puisqu'il y a un point de vue aussi politique, il y a un point de vue philosophique, il y a toujours beaucoup de points de vue sur chaque sujet. Donc avant, je commençais mon cours, je posais une question en amphi, j'avais deux trois moins levés et j'en piochais une ou 2, mais j'enseignais un petit peu dans le vide parce qu'avec 2 élèves, on va pas très loin, et encore 2 élèves, qui n'a jamais vu une classe, complètement silencieuse devant une question ouverte, ça arrive aussi. Donc en fait, ça, c'était la situation avant. Avec ces outils, ben, maintenant je lance un sondage, je demande, comment une taxe impacte-t-elle l'efficience économique? Et ils prennent une 2 minutes pour me répondre. C'est souvent des questions, j'aime beaucoup les questions ouvertes sur ce type de sondage. Ils prennent un peu de temps, et moi, en plus, après la classe, je peux, faire un travail sur ces questions ouvertes et en fait les catégoriser et voir un petit peu qui va dans quelle zone et comment on doit comprendre toutes ces réponses, toutes ces divergences. Et en live, je peux aussi parfois, comme c'est anonyme, je peux identifier des malentendus. J'ai pas de problème en fait à gentiment identifier des malentendus, parce qu'avec l'anonymité et avec,
j'espère le cadre que je donne, tout le monde comprend que, oui, un malentendu sur une question, ça arrive et en fait, c'est hyper important parce que je pense que c'est une occasion pour, le ou les étudiants qui ont eu ces malentendus, en fait, de recadrer un petit peu leurs pensées sur le sujet. Donc en fait, ça me permet vraiment d'être sûr que je les amène à l'intérieur du sujet. Heu et sur le plan pédagogique, partir de là où sont les étudiants, c'est vraiment le b.a-ba de l'enseignement. On nous dit que, et on le comprend aussi avec l'expérience, qu'en fait, si on ne fait pas cet effort de relier ce qu'on dit, aux connaissances antérieures, de l'audience, il y a peu de chances qu'on ait un succès. Donc c'est vraiment, sur ce plan-là, un outil formidable, je pense, pour la pédagogie, et j'ai vraiment le sentiment de gagner en efficacité sur ce plan. Ouais. Vous l'avez très bien expliqué, et je pense même qu'au-delà du fait de réussir à intéresser les apprenants, ça met aussi potentiellement en lumière des élèves qui n'auraient pas eu le courage forcément de participer, de lever la main devant leur classe et d'exprimer leur opinion et aussi, bah, comme vous dites, de mettre en lumière ces avis qui restent parfois, justement dans l'ombre et au final, on sait que de toute façon, tous les étudiants ont un avis sur les sujets, comme, vous avez donné l'exemple, notamment des impôts. Et ça nous amène à notre prochaine question, qui est du coup, cette mine d'informations qu'on peut trouver sur internet. À votre avis, comment les jeunes réussissent à garder un esprit critique, à le développer et surtout à distinguer quelles sources sont fiables et quelles sources ne le sont pas? C'est un point vraiment crucial et nous, en tant qu'enseignants, en fait, c'est aussi, par exemple, une des frayeurs qu'on a vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est un petit peu comme si, on nous avait appris à compter, avec, l'accès à une calculette, juste à côté. Donc vous touchez là vraiment un point crucial. C'est une des grandes responsabilités pour nous, d'apprendre, aux étudiants comment développer leur sens critique. Nous, on a eu cette chance de pouvoir faire ça à une époque où il y avait pas l'IA, où il y avait pas toutes ces solutions qui simplement sont un petit peu des courts-circuits, des moyens de faire les choses sans vraiment les faire et heu et aujourd'hui, on s'inquiète un petit peu de savoir, comment faire ça. Hem, alors je pense qu'en fait, l'IA peut aussi nous aider, on va voir ça. Je pense que ce soit le raisonnement critique ou la recherche des sources, la difficulté, c'est que ce sont des processus qui sont tacites. On a des critères de jugement, mais en fait, on les a pas explicites, c'est-à-dire qu'en gros, on on pratique on pratique ces 2 choses-là et en fait, quand la chose difficile pour nous, c'est-à-dire qu'on est obligé de rendre explicite nos propres critères de jugement. Donc si on parle en premier du développement critique, je pense que c'est vraiment la priorité. On est dans un monde qui change et l'esprit critique, c'est ce qui permet la vigilance face aux sources établies, qui est toujours importante et c'est ce qui permet la capacité de trouver, de nouvelles ressources. Donc la question fondamentale, c'est comment s'apprend le raisonnement critique? Et je dirais que c'est surtout par imitation. Ça peut paraître un peu paradoxal, on pense souvent à l'imitation comme étant quelque chose de non réfléchi. Oui, parfois c'est non réfléchi, parfois c'est réfléchi, mais en fait, il faut réaliser que le raisonnement critique, c'est vraiment un ensemble de pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire de raisonner critiquement? Ça veut dire qu'on va, confronter 2 affirmations qui nous semblent contradictoires et essayer de voir si effectivement elles sont contradictoires. On va remarquer, un lien manquant d'une phrase à l'autre. Est-ce que ça se suit vraiment les deux affirmations qui ont été données? Ou on va essayer de sortir des sentiers battus et en fait, toutes ces choses-là, ce sont des pratiques. On apprend ça par la pratique, par l'observation, par l'imitation. Le rôle de l'enseignant, c'est de rendre ses propres raisonnements explicites et d'initier des remises en cause. Quand j'enseigne, j'encourage tout le temps, de temps à autre, une contestation constructive. C'est-à-dire que j'essaye par là de rendre explicite, le raisonnement, que j'ai. Si je dois donner un exemple, j j'enseigne rarement, mais j'ai déjà enseigné le commerce international. Et en commerce international, en économie en général, on se sert souvent de modèles mathématiques qui sont très simples et qui peuvent paraître en décalage, qui sont en décalage avec une réalité complexe. Donc en commerce international, on a par exemple des petits modèles, qui vont nous dire que, tout le monde gagne au commerce international, que c'est,
c'est important. Bon, clairement, on a aussi des expériences du quotidien qui nous montrent que non, c'est pas le cas. Tout le monde ne gagne pas forcément à l'ouverture des marchés. On a beaucoup de discussions maintenant au niveau européen sur certains traités. Il y a des oppositions fortes c'est parce que les personnes sentent bien qu'il il y a aussi des difficultés qui arrivent avec ça. Mais du coup, moi, ça me permet d'engager la discussion sur quelle est l'utilité d'avoir un modèle qui est autant idéalisé, aussi peu proche de la réalité. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de modèles comme ça? Et c'est vraiment en fait un effort d'explicitation de l'approche économique, qui est une approche à travers des modèles, pas forcément intuitive. Et en fait, avoir la réflexion ensemble avec les étudiants là-dessus me permet de construire avec eux au moins une certaine compréhension de ce qu'on fait. Alors bien sûr, pour ça, il faut être sûr de créer un cadre qui est bienveillant, parce que ce qu'on veut, c'est on veut donner aux étudiants des occasions de pratiquer. Je viens de dire que le raisonnement critique est une pratique, ça s'entraîne par la pratique. Donc il faut que les étudiants se sentent bien et se sentent à l'aise, se sentent pas jugés quand ils partagent quelque chose avec d'autres et qu'on ait un environnement bienveillant et constructif et qu'on fasse participer vraiment un maximum de monde. Et alors, comment ça se passe, lors des rendus de devoirs? Parce que j'imagine que vous devez en donner à vos étudiants. Est-ce que vous avez des conseils pour les aider à distinguer quelles sources peuvent être utilisables et lesquelles ne le sont pas? Alors, premièrement, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est outils IA, comme avant quand on parlait de Wikipédia, c'est des outils que j'autorise. Parce que au final, on doit faire avec et demain, ils doivent être capables de faire avec. Donc je suis assez réticent sur les limitations au niveau des outils et quand il s'agit vraiment des sources, j'essaye pareil, en fait, d'expliciter, moi, mes choix de sources. Bon, bien sûr, il y a des choix de sources, qui sont, les livres traditionnels ou, les articles traditionnels. Mais, au-delà, en fait, de certains livres ou journaux de référence, on peut expliquer qu'est-ce que cette section du livre, qu'est-ce que cet article nous apporte? Et là, forcément, ça nous amène, en fait, à construire une discussion sur la valeur ajoutée de cette source. Et en ayant ce type de discussion, on les aide un petit peu, je pense, à, se donner des critères de jugement. J'ai une petite anecdote, j'ai co-enseigné avec un philosophe et donc on enseignait à la fois à des étudiants qui avaient étudié en majorité l'économie et des étudiants qui avaient étudié en majorité la philosophie. Et on a remarqué que chacun maîtrisait leurs propres, sources, les économistes, les sources économiques, les philosophes, les sources philosophiques, mais qu'ils avaient beaucoup de mal avec trouver les sources, dans l'autre domaine. Et donc on a décidé, nous, d'expliciter nos propres processus de recherche dans notre propre domaine. Et on a vraiment eu des super retours. Ils ont trouvé qu'ils avaient beaucoup appris et en fait, ce qui est un peu amusant, c'est que cette décision de raconter comment on fait nos recherches, on y est vraiment allé à reculons parce que ça nous paraissait tellement évident, c'est comme on baigne dedans. On pensait que c'était un peu inutile de les enseigner et donc l'expérience a montré le contraire. Et est-ce que pour vous, c'est un défi de réussir à créer un environnement justement qui soit, bienveillant, engageant et également efficace pour vos étudiants? Oui, alors bienveillant, non, je pense que c'est une habitude qu'on prend et je pense que peu importe le support, la bienveillance, c'est quelque chose qui se transporte très facilement. Engageant par contre, oui, c'est un défi, et c'est ce qui est difficile, c'est qu'on manque de temps et on manque de formation en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que souvent on n'est pas seulement enseignant, on est enseignant-chercheur ou on est enseignant, on a d'autres responsabilités à côté et donc on a très peu de temps, nous, pour, nous former nous-mêmes. Il y a bien sûr les formations qui sont offertes, mais on n'a pas toujours le temps de les saisir et on a beaucoup d'autres contraintes, au-delà de la construction des cours et de notre propre progrès là-dessus et dynamiser un cours, ça demande vraiment du temps et des moyens. Donc c'est, je pense, une barrière, essentielle. Une autre barrière, bon, je disais que la bienveillance, je trouve que ça se transporte assez facilement. Je crois pas que ce soit le cas de, l'engagement. Donc, on construit des habitudes en fait, qui ne marchent pas forcément dans un environnement numérique. Pour donner un exemple, je veux revenir sur justement mon premier usage vraiment de Notebooks et de la caméra en fait pour enseigner.
Donc, on était sur l'année Covid. Moi, c'était ma première année en tant que titulaire. J'avais bien sûr de l'expérience d'enseignement pendant mon doctorat. Et en fait, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime. Donc, j'avais développé pas mal de petites techniques pour briser la monotonie qui peut se développer pendant les cours. On veut pas non plus endormir les étudiants. Donc, on développe des techniques, on bouge le tableau, on raconte des petites anecdotes, on mobilise les étudiants eux-mêmes. Et en fait, au confinement, c'était le tout début du second semestre ici. Ben, en fait, ça a été une rupture assez radicale parce que c'était fin du tableau, fin des petits gestes. Pour moi, très important, le contact visuel. Euh, En fait, j'ai eu une perte de repère sur le plan de l'engagement des étudiants. Euh, donc, la vidéo, en fait, m'a sauvé dans le sens où ça m'a vraiment permis de transmettre le contenu pédagogique au-delà des slides et de tout ça. Pareil, c'est les choses que je faisais au tableau, il a fallu que je les intègre sur mon contenu numérique. Ça a été une autre difficulté. Et la vidéo, en fait, m'a permis aussi de compléter ce que je trouvais manquant sur le contenu numérique. Je crois que j'avais même scanné des papiers pour me faire un tableau. Euh, mais donc, c'est pareil, avant Node.js, je vous raconte même pas les techniques que j'avais essayées. Mettre une caméra au-dessus de mes slides, écrire sur mes slides, c'était vraiment catastrophique. Donc, ça a été vraiment une réelle prise de conscience de mon manque d'adaptabilité à moi. Et un moment où j'ai eu besoin de réfléchir. Et j'ai vraiment une gratitude envers mes étudiants qui ont dû quand même digérer des contenus assez monolithiques. Euh, alors après, heureusement, il n'y a pas que ma propre expérience. Et je vois émerger beaucoup de contenus pédagogiques très innovants. J'aime beaucoup, par exemple, les vidéos où il y a un tableau numérique et il va y avoir la personne qui va faire son cours, raconter ce qui doit être raconté, et en même temps dessiner, écrire sur le tableau, ou quand il y a une voix off, par exemple, et un dessin, une illustration qui se forme, ou des mots-clés. Ça, je trouve qu'il y a vraiment une créativité qui est incroyable. Et ce qui me fait vraiment plaisir à voir, c'est que je trouve que ces personnes-là parviennent non seulement à capter l'attention, à engager l'audience, mais aussi, bien sûr, c'est l'essentiel pour moi, à transmettre du savoir. Euh, donc, je ne sais pas quelles sont vos idées de podcast futurs, mais accueillir une personne peut-être qui pourrait partager les codes du numérique et comment faire ces choses-là, ce serait sûrement quelque chose de génial. On va pas encore partager tous les secrets de nos prochains épisodes pour ne pas spoiler nos auditeurs, mais ça donne à réflexion en tout cas. Alors du coup, là, on vient de parler e-learning, applications, IA, qui sont toutes des choses qui peuvent apporter des aspects positifs à l'enseignement. Mais dans votre cas, est-ce que vous avez des aspects qui vous semblent irremplaçables dans l'interaction en présentiel entre enseignants et apprenants? Alors, irremplaçable aujourd'hui, je préciserai. Je pense qu'il y a quelques aspects et peut-être aussi des dangers que je vois. Je crois qu'un des dangers principaux, quelque chose qui m'inquiète, c'est un risque d'uniformisation des contenus. Euh, En fait, quand on enseigne en présentiel, on a vraiment une incitation forte à créer des supports, des exemples personnalisés, parce que même si on se sert en fait de ressources, nous, il faut qu'on digère ces ressources, qu'on les adapte à notre façon de voir les choses. Et, et forcément, ça amène des changements vis-à-vis de la ressource. Et ça amène aussi, nous, une étape de réflexion critique sur est-ce que ça, vraiment, je le retransporte dans le cours ou est-ce qu'en fait, je ne suis pas tout à fait en accord avec ça ou je pense qu'il faut que ce soit présenté différemment. Et similairement, en présentiel, il y a vraiment une interaction, il y a un côté très spontané à l'interaction. Et ça, à nouveau, c'est une occasion d'adapter en continu. Si j'ai des étudiants qui me font des remarques sur certaines choses, ça va me pousser à réfléchir. Est-ce qu'en fait, cet exemple-là, il est un petit peu daté ou des choses comme ça? J'encourage toujours, bien sûr, poser des questions. C'est pareil. Eux, ça les entraîne à l'esprit critique. Et moi, ça me force aussi à virer en mode esprit critique et à modifier les contenus. Dans le numérique, je pense que c'est un peu différent. On a vraiment une tentation de réutiliser des modules tout faits. Après tout, si la vidéo, elle était bien faite, pourquoi la changer? Ou voire même de se servir de contenus standardisés qu'on trouve sur des MOOC en ligne ou des choses comme ça. Et pour des exemples plus concrets, ici en Autriche, pendant le Covid, on a eu 4 confinements.
ça m'est arrivé de voir des collègues qui avaient enregistré le cours une fois et s'en sont resservis, sur les 4 périodes. Ce qui est compréhensible parce qu'à nouveau, je veux répéter qu'on est vraiment comme dans tous les métiers, on est vraiment dans un métier où on a des contraintes de temps. Mais en même temps, je pense que c'est dangereux parce que ça permet pas de reproduire ces situations de formation d'esprit critique. S'il y a pas de diversité, à nouveau, il y a pas d'esprit critique. Après sur le plan plus humain, je pense que, ce que je trouve plus difficile en numérique, c'est, il y a vraiment cette dimension de proximité en présentiel. Je l'ai déjà évoqué plus tôt, on peut se balader un petit peu dans la classe. Pour moi, c'est vraiment important quand je parle en fait, d'avoir un contact yeux dans les yeux avec les étudiants en fait pour que je sois sûr que ce que je dis est reçu, en fait. Et ça, je trouve ça beaucoup plus difficile à faire, en visio et un peu plus aussi, mais bon, c'est pareil, il y aura peut-être beaucoup de progrès là-dessus. En visio, je trouve qu'en fait, la hiérarchie, elle est présente parce qu'il va y avoir, une personne principale qui parle et cette personne va souvent être au centre de l'écran. Les autres personnes sont, si la caméra est allumée, en plus petite fenêtre, si la caméra est éteinte, même pas présente. Donc il y a vraiment une hiérarchie, un status quo de hiérarchie, j'ai envie de dire en visio, qui me paraît un petit peu, inhibiteur pour les étudiants. Donc, par exemple, l'autre jour, une étudiante, qui contestait quelque chose que je disais en cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu un échange collectif, spontané et en fait, la discussion a été très intéressante et au-delà des étudiants qui, eux, se manifestent, moi, je vois leur visage. Donc, je vois aussi les hésitations, les mines froncées, et en fait, j'invite mes étudiants à exprimer ce qu'ils étaient pas encore sur le point d'exprimer et à chaque fois, ça donne lieu à des discussions très vivantes. En ligne, j'ai peur que, en fait, si la caméra est pas allumée, on n'a pas trop confiance en soi, bah, en fait, on hésite à s'exprimer, l'élan retombe et on s'exprime pas. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est irremplaçable, puisque la technologie de toute façon évolue, mais je pense qu'il y a certaines dynamiques qui se perdent, comme, l'improvisation, la personnalisation et l'horizontalité surtout, l'absence de hiérarchie trop prononcée. Alors moi, ce que je retiens de ce que vous m'avez dit, c'est vraiment cette notion essentielle de devoir s'adapter, adapter ses formats, adapter ses contenus pour pouvoir faire évoluer ses enseignements. Alors dans votre cas personnel, comment ça s'est manifesté? Est-ce que vous avez perçu une évolution au niveau de votre rôle d'enseignant? Et si tel est le cas, est-ce que vous avez dû acquérir, par exemple, de nouvelles compétences? Et ah oui, clairement mon rôle a évolué. Alors on a déjà évoqué mon manque d'aisance face à une caméra, je vais pas revenir dessus. Au-delà de ça, je me sers donc comme je le disais aussi d'outils participatifs et ça demande de tester plusieurs solutions, de voir ce qui marche parce qu'on a tous des contenus assez différents. Donc, les solutions souvent, elles vont être meilleures pour un type de contenu ou pour un autre type de contenu, donc il faut tester avant et donc il y a un coût d'entrée qui est assez, signifiant et c'est pas toujours facile il faut trouver les moments pour payer ce coût d'entrée et ensuite on peut se servir, de ces outils. Donc au-delà des outils participatifs, je me sers, aujourd'hui beaucoup plus de vidéos. Hem, Soit des productions personnelles, donc j'apprends un petit peu, soit sélection en ligne, mais aussi, maintenant en fait, avant on avait des présentations en classe avec les étudiants. Maintenant, je leur demande souvent de me faire des podcasts ou de me faire, des vidéos et l'avantage de cette forme-là, c'est que je leur demande de faire un essai, pas forcément entièrement abouti, d'envoyer cet essai-là. Moi, je peux leur faire un retour sur l'essai. Donc ils ont vraiment, en fait, une chance de faire mieux et à partir de ce retour, ils font la vidéo finale, et ils la publient sur l'espace numérique de travail. Et donc, je peux me servir de ça pour compléter le cours ou pour aborder des sujets aux frontières, étendre les horizons, ce genre de choses. Après, je me sers aussi de l'IA depuis quelque temps. Heu, je pense qu'il y a deux éléments essentiels dont je me sers. Alors j'ai parlé d'une attente de concret et en fait, je trouve que l'IA m'aide beaucoup à trouver des exemples concrets, mais des exemples, concrets dans le sens où, par exemple,
On va chercher, l'autre jour, je parlais des externalités et on cherchait des solutions aux externalités. Des externalités, c'est quand 2 personnes interagissent et en fait, leur interaction affecte une troisième personne. Donc, par exemple, l'environnement, il va y avoir une compagnie qui produit quelque chose et un consommateur, ils interagissent entre eux et en fait, la production pollue, donc la pollution affecte une autre personne. Donc bien sûr, ces concepts-là, nous, on sait les manipuler, mais quand on cherche des exemples en fait de solutions concrètes aux problèmes d'externalité, on ne sait pas quelles sont toutes les solutions qui ont été mises en place partout dans le monde. Et j'ai trouvé un exemple d'un feu de signalisation à Mumbai en Inde où en fait il y avait un problème d'externalité puisque là-bas ils ont le klaxon assez facile. Donc il y avait de la pollution sonore. Et ils ont mis en place un feu de circulation qui en fait quand le niveau sonore est trop élevé passe au rouge. Donc je trouve en fait avec l'IA des exemples auxquels j'aurais jamais eu lieu avant qui concrétisent les choses abstraites que je raconte et qui en plus au-delà de le concrétiser en fait sont marquants par rapport aux exemples classiques. Ça m'aide aussi à aider à développer l'esprit critique, en digérant les copies des étudiants année après année. J'ai remarqué que l'esprit critique, ça s'apprend aussi par déconstruction des erreurs. Et d'abord, on déconstruit les erreurs des autres, elles sont plus faciles à voir. Et puis ensuite, on apprend à déconstruire nos propres erreurs. Et donc, en fait, je trouve qu'avec l'IA, j'ai une source de contenus qui sont un peu moins bons ou qui contiennent des arguments mauvais. Et je montre maintenant de façon délibérée des mauvais contenus et je demande qu'est-ce qui cloche ici. Et en fait, ça entraîne des échanges hyper enrichissants. Alors toutes ces nouveautés, ça promet de belles choses pour le futur de l'enseignement et on va vous donner un peu de devoir aujourd'hui. Si vous deviez imaginer l'université de demain, quelle place la culture numérique pourrait occuper, dans votre idéal pour pouvoir faire de l'enseignement et de l'apprentissage vraiment quelque chose d'épanouissant pour vos étudiants? Alors, la prédiction, c'est un exercice assez difficile pour moi, mais je pense que je vais parler d'axes qui m'enthousiasment. Il y a 2 axes que je trouve vraiment enthousiasmants. C'est, 1, qu'il y a des univers immersifs complexes qui peuvent être créés, heu, sur le numérique et il y a une potentiellement, on peut aussi personnaliser un petit peu plus les parcours. Je pense que c'est vraiment 2 choses, qui peuvent améliorer la façon dont on enseigne aujourd'hui. Alors que parler de la première, les univers immersifs, nous, en tant qu'enseignants, en fait, donc on fait, par exemple, souvent de la recherche à côté. En fait, on vit dans un monde, et on est souvent passionné par ce monde-là, et on a envie d'aider les étudiants, en fait, à entrer dans ce monde et à le découvrir. Et c'est avant c enfin, les méthodes qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ça a été essentiellement, bien sûr, la classe. Mais la classe, c'est simplement il y a un certain temps, qui est alloué à la classe et on n'a pas non plus, tant de temps que ça. Il y a aussi les livres, mais bon, on a tous vu des livres, de cours, c'est pas un univers aussi immersif, qu'une belle nouvelle. Donc il y a des limites avec ces types de formats, alors que je pense que, avec le numérique, on peut vraiment maintenant développer des univers immersifs pour, presque pour chaque cours, j'ai envie de dire, où en fait, les étudiants entrent facilement au sein de l'univers et le découvrent petit à petit, peuvent visualiser les choses, beaucoup mieux que dans les formats traditionnels. Et quand je pense à la personnalisation, à nouveau, je disais qu'on est limité dans le temps quand on enseigne, c'est souvent 24 ou 36 heures de cours sur un semestre. Bon, avant d'enseigner, je me suis jamais rendu compte, à quel point c'est court. Je pense que quand on est étudiant, on a un petit peu le point de vue inverse. En fait, heu, puisqu'on est si attaché que ça au sujet qu'on enseigne souvent, si on a cette chance, ça arrive aussi d'enseigner des sujets auxquels on n'est pas attaché. Hem, on a envie de partager plein de choses et on doit se limiter. On doit se limiter parce que, le risque de partager plein de choses, c'est de rester dans le superficiel et de pas partager, en fait, ce qui est vraiment, les compétences cœur de ce qu'on enseigne. Hem et on a aussi une expertise accumulée, qui n'a jamais été, traitée en classe parce que, parce qu'on a dû filtrer, en fait, tout ça.
Donc je pense qu'avec le numérique, on pourrait créer des parcours plus à la carte. Je l'ai déjà fait, une année où, j'avais des étudiants qui avaient en fait des bagages différents, certains qui étaient mieux formés en économie, d'autres qui étaient moins bien formés et en fait, je leur proposais de réfléchir sur les mêmes thèmes, mais, soit avec la formalisation mathématique, soit sans la formalisation mathématique. Donc en fait, je pense que le numérique offre vraiment cette option-là et à nouveau avec cette idée d'univers immersif, en fait, de laisser l'étudiant choisir ce vers quoi elle ou il va s'orienter et éventuellement même de partager avec les autres ce qu'ils ont découvert dans ces petits espaces-là de l'univers pour en fait leur donner un rendu et leur donner une petite impression. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode et on a énormément parlé de vos étudiants pendant ce podcast. Alors, est-ce que vous auriez un message essentiel que vous aimeriez leur adresser concernant justement leur rapport à cette culture numérique? Oui, je pense que ça tient en 3 mots que je vais, détailler un petit peu. Observez, appréciez et apprenez. Je pense que chaque outil vraiment peut porter ses fruits à condition qu'on comprenne quel est le contexte d'utilisation et quel est le but de cet outil. Chaque outil a un contexte et un but. Heu, pour des exemples triviaux, vous êtes en retard, vous envoyez un email ou un SMS. Par contre, si c'est un malentendu, vous allez pas vous servir du SMS, vous allez appeler parce qu'il va falloir clarifier certaines choses. Donc en fait, vous comprenez le contexte d'utilisation et le but de 2 moyens de communication, le SMS contre l'appel et c'est pareil pour tous les outils numériques, c'est pareil pour tous les outils en général. Et donc comment on apprend à distinguer dans quel contexte on les utilise et avec quel but? Beh, on observe ceux qui maîtrisent vraiment les techniques. Si, je donne l'exemple, peut-être d'une influenceuse TikTok, hem, alors si on observe avec attention, on va remarquer qu'en fait, elle sait choisir, le moment de la publication, elle sait choisir, le contenu et elle fait tout ça avec un certain objectif en vue qui va être, en fonction de, soit le divertissement, soit l'information, soit la vente. Donc en fait, les personnes qui maîtrisent ces techniques, nous montrent en fait on voit à travers leurs pratiques, en fait, les codes qu'ils ont. Donc essayer d'apprendre ça, bien sûr aussi, discuter avec ces personnes si on a cette opportunité, parce que dans ce cas-là, ils peuvent les rendre explicites. Hem, je pense que dans tous les cas, toutes ces compétences s'apprennent et donc il faut observer les meilleures pratiques et ensuite observer ses propres usages. Se demander, dans quel contexte j'utilise cet outil et avec quel but. Et bien sûr, faut pas se demander ça, pour se juger ou pour se comparer. Il faut être bienveillant envers soi-même aussi. Et surtout, hem, donc pour résumer ce long dernier message, je pense que observation et réflexivité, c'est vraiment les meilleurs atouts, que vous avez pour vous adapter aux transformations à venir. Écoutez, merci encore Justin. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi pour, les questions, engageantes et intéressantes. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs? Prenez du plaisir à découvrir, toutes les opportunités que la culture numérique nous offre. Et à nos auditeurs qui nous écoutent encore, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nudged.